Les effets secondaires aigus sont fréquents, locaux au niveau de la glande mammaire et généralement transitoires. Ils disparaissent quelques semaines après la fin du traitement. Néanmoins, grâce aux avancées technologiques en radiothérapie, ces effets sont souvent classifiés comme légers ou modérés. Ils ne sont pas prédictifs des effets secondaires tardifs qui peuvent survenir à plus long terme après la fin de la radiothérapie. Les effets secondaires aigus les plus courants incluent les douleurs, les œdèmes, tiraillements, prurite au niveau du sein traité et la radioépithélite, qui est un érythème apparaissant généralement entre la 2e et la 3e semaine du traitement, touchant principalement les zones de frottement ou de transpiration, telles que le sillon sous-mammaire et la région axillaire. Plusieurs facteurs peuvent favoriser son apparition, tels qu'un volume mammaire important, le tabagisme ou certaines comorbidités, diabète, sclérodermie, connectivite, psoriasis. Il peut également survenir une œsophagite, qui est une inflammation de l'œsophage non systématique survenant en cas d'irradiation des aires ganglionnaires. Les effets secondaires tardifs de la radiothérapie peuvent affecter différents organes et tissus, notamment la peau, les muscles, les poumons, la thyroïde et, plus rarement, favoriser l'apparition de second cancer. Les effets secondaires tardifs cutanés et musculaires peuvent inclure la fibrose, qui peut être sous-cutanée, musculaire, et induire des douleurs, et notamment avec une limitation de la mobilité de l'épaule, pour laquelle une prise en charge peut impliquer à la fois des traitements topiques, pour l'hydratation cutanée, ça va concerner la fibrose, avec des savons sur gras, des émollients, des automassages de la cicatrice et de la zone fibrosée. Bien sûr, il faudra éviter les agents irritants sur la peau et une consultation avec des séances de kinésithérapie, notamment avec un professionnel formé à la rééducation post-cancer du sein, peut être proposée, avec un programme complet, adapté à la patiente et personnalisé, incluant drainage lymphatique, drainage manuel, étirement, assouplissement et renforcement musculaire. Des mobilisations douces pour limiter les adhérences peuvent être proposées, ainsi que des conseils personnalisés pour prévenir l'aggravation des symptômes. Un autre effet secondaire est le lymphœdème en cas d'irradiation axillaire. Il a un risque accru en cas de curage axillaire et d'IMC élevé, supérieur à 30 kg par mètre carré. Pour la prise en charge du lymphœdème, il est possible de réaliser des drainages lymphatiques manuels, plusieurs fois par semaine idéalement lors de la phase initiale, ou des compressions pneumatiques intermittentes. Le port de manchons avec mitaine amovible ou la mise en place par un kinésithérapeute de bandes de compression élastiques peuvent être proposés, pouvant être portés toute la journée et retirés uniquement la nuit. Bien sûr, selon la tolérance de la patiente. Il peut également survenir une dépigmentation persistante et des télangiectasies. Ce sont des effets de nature bénigne et leur caractère est esthétique sans impact clinique. Un autre effet rare est l'effet recall. C'est une réaction inflammatoire réapparaissant dans une zone précédemment irradiée et pourtant revenue à son état antérieur. Elle peut être provoquée par l'administration de traitements spécifiques tels que la chimiothérapie et d'autres traitements. En cas d'apparition d'un placard inflammatoire dans une zone antérieurement traitée, un bilan d'imagerie est nécessaire pour exclure une récidive tumorale. Une éducation thérapeutique est fortement recommandée, intégrant des conseils d'hygiène pour la prévention des infections locales, telles que l'érysipèle, ainsi que des mesures visant à limiter les facteurs aggravants du lymphœdème. L'importance de l'activité physique adaptée, la prise en charge du surpoids et de l'obésité, ainsi que la nécessité de restreindre l'exposition solaire de la zone irradiée doivent également être soulignées. Des cures thermales post-radiothérapie peuvent être proposées afin de traiter des effets secondaires tardifs comme le lymphœdème, la fibrose cutanée ou les douleurs musculaires. Celles-ci peuvent être prises en charge par l'assurance maladie et il existe plusieurs stations thermales spécialisées en dermatologie, phlébologie et rhumatologie, proposant des soins adaptés aux patientes après un cancer du sein. Quels sont les effets secondaires pulmonaires de la radiothérapie? Alors, ils sont rares. Ils dépendent de la présence de cofacteurs et notamment le tabagisme
ou de comorbidités respiratoires telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ils peuvent inclure la fibrose pulmonaire, la pneumopathie radique ou immunologique. Ce sont des cas exceptionnels. Une prise en charge précoce avec des corticostéroïdes peut améliorer l'évolution clinique. Et en cas de suspicion, une consultation rapide en pneumologie, avec bien sûr une information à l'oncologue radiothérapeute référent, est recommandée afin d'adapter le traitement et d'éviter les complications. Dans de rares cas, des fractures costales peuvent survenir tardivement après la radiothérapie. En cas de suspicion, il peut être nécessaire de réaliser un examen d'imagerie. Les effets secondaires tardifs cardiovasculaires sont également possibles, avec notamment le traitement par radiothérapie qui peut donner lieu à une majoration du risque cardiovasculaire. Et cette augmentation du risque est dépendante du volume irradié et de la dose, ainsi que l'administration d'autres traitements systémiques tels que les anthracyclines ou la présence d'autres comorbidités sous-jacentes. Dans de rares cas, la radiothérapie peut être associée à des complications telles que péricardite, troubles du rythme, valvulopathie, fibrose myocardique, insuffisance cardiaque et syndrome coronarien. Ce sont des effets qui sont rares et une évaluation cardiovasculaire régulière est recommandée avec une attention particulière aux patientes ayant des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment l'optimisation de ces facteurs de risque modifiables tels que l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète, le tabagisme doit être systématique et cela doit suivre les recommandations de la Société européenne de cardiologie. D'autres effets également rares peuvent survenir tardivement après la radiothérapie et c'est le cas notamment de l'hypothyroïdie qui est peu fréquente et qui peut apparaître dans le cas d'irradiation plutôt des aires ganglionnaires et notamment de l'aire ganglionnaire susclaviculaire. Le cas des seconds cancers est rare également, avec la possibilité de survenue après une radiothérapie mammaire de cancer plutôt à type de sarcome de tissu conjonctif qui est le cancer le plus couramment associé à la radiothérapie, estimé à une incidence une patiente sur 1000. La radiothérapie mammaire expose à des effets secondaires aigus, souvent modérés et transitoires, tels que douleurs, radioépithélite ou œsophagite. À plus long terme, des complications cutanées, musculaires, pulmonaires, lymphatiques ou cardiovasculaires peuvent apparaître. Pour en limiter l'impact, il est important de réaliser une prise en charge précoce, une éducation thérapeutique ciblée et un suivi personnalisé, notamment en kinésithérapie, des soins topiques et une évaluation cardiopulmonaire. Des cures thermales peuvent aussi être proposées dans certains cas pour améliorer les séquelles fonctionnelles. Les troubles sexuels sont fréquents pendant et après un cancer du sein. Ils peuvent affecter aussi bien la personne atteinte, femme ou homme, que son ou sa partenaire. Les répercussions physiques et psychologiques du cancer et de ces traitements ont un impact significatif sur la sexualité. Ça peut se manifester de diverses manières. Parmi les principales difficultés rencontrées figurent la sécheresse des muqueuses, les dyspareunies ou douleurs pendant les rapports, les troubles de l'image corporelle et l'altération de l'estime de soi qui peut aller avec, et puis bien sûr une diminution du désir sexuel. La sécheresse muqueuse est due à la carence œstrogénique dans un contexte de ménopause qui préexistait ou qui a été induite par les traitements. Et elle touche le plus souvent la vulve, normalement protégée par les poils et les sécrétions provenant du vagin, qui sont souvent diminuées après un traitement oncologique. Les symptômes peuvent inclure une sensation d'inconfort dans les sous-vêtements, des infections urinaires récurrentes ainsi qu'une gêne ou des douleurs au moment des rapports sexuels, que ce soit les caresses ou la pénétration. La prise en charge de première intention consiste à hydrater très régulièrement la vulve. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2 jours. Et si besoin, on peut aussi compléter dans le vagin avec des ovules ou des crèmes à base la plupart du temps d'acide hyaluronique. Il y a
plein de produits, le Yalucet, la cicatridine, le Mucogine. On propose aussi d'utiliser du lubrifiant ou de l'huile au moment des rapports sexuels pour éviter qu'il y ait des douleurs. Il faut aussi donner des conseils au quotidien, porter des sous-vêtements confortables, par exemple favoriser le coton, des vêtements pas trop serrés sur le périnée, appliquer éventuellement un corps gras le matin sur la vulve pour un meilleur confort dans les sous-vêtements. Les causes de douleur pendant les rapports ou dyspareunie peuvent être multiples et toute dyspareunie nécessite un examen gynécologique, je pense. Après un cancer du sein, les principales étiologies sont la sécheresse des muqueuses et le vaginisme, qui est un mécanisme de défense du corps qui peut se surajouter en cas d'anxiété. Le vaginisme, c'est vraiment une réaction réflexe qui est involontaire et où les muscles du périnée, et notamment ceux qui passent de part et d'autre du vagin, se contractent par anticipation négative, par appréhension ou par douleur. À ce moment-là, la pénétration vaginale va être douloureuse, voire même impossible. La prise en charge de première intention consiste à expliquer à la femme les mécanismes de cette contraction et les raisons de la douleur, à lui proposer la prescription de séances de relaxation avec un kinésithérapeute ou une sage-femme. Et le tout peut être complété éventuellement par une prise en charge psychosexologique lorsque les difficultés sont plus anciennes, sont antérieures au cancer ou sont dues à des raisons plus traumatiques. D'autres raisons gynécologiques comme l'endométriose ou les infections peuvent aussi être responsables de douleurs et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il y ait un examen clinique et parfois des examens complémentaires. Les troubles de l'image corporelle sont une difficulté fréquente après un cancer du sein. Malheureusement, certains traitements vont laisser des traces parfois irréversibles, par exemple la chirurgie, la radiothérapie, ou modifier la silhouette avec l'hormonothérapie. Les hommes et femmes peuvent être amenés à traverser un processus de deuil de leur image corporelle antérieure et à travailler sur l'acceptation de ce nouveau corps ainsi que des transformations qu'il a subies. La réappropriation de son corps est un processus progressif qui nécessite souvent du temps. Plusieurs recommandations peuvent être formulées pour accompagner cette démarche, notamment l'observation, le toucher ou le massage de son propre corps, la pratique d'une activité physique, ainsi que le dialogue avec son ou sa partenaire afin d'exprimer ses limites et ses attentes. L'accompagnement par des professionnels tels que des socio-esthéticiennes, des conseillers en images ou des psychologues sexologues peuvent également être bénéfiques. Il est essentiel de rassurer les femmes et les couples en leur expliquant que la diminution du désir sexuel est une conséquence fréquente et naturelle du parcours oncologique. Cette baisse de désir est généralement multifactorielle, résultant de l'impact psychologique du cancer et de l'anxiété que ça peut engendrer, des effets secondaires des traitements tels que la fatigue, les douleurs, réduisant la disponibilité au moment d'intimité, ainsi que des contraintes aussi de la vie quotidienne et professionnelle qui peuvent limiter les occasions de proximité avec son ou sa partenaire. Par ailleurs, des difficultés relationnelles ou des problèmes de communication parfois antérieurs au diagnostic peuvent aussi jouer un rôle dans cette baisse de désir. Retrouver du désir est un processus progressif qui demande du temps et peut nécessiter un accompagnement spécialisé, notamment par un sexologue, avec l'implication du partenaire ou de la partenaire dans la recherche de solutions adaptées. Les troubles sexuels sont fréquents après un cancer du sein et concernent aussi les partenaires. Ils se traduisent par une sécheresse des muqueuses, des dyspareunies, un trouble de l'image corporelle et une baisse du désir. La prise en charge combine des soins locaux, hydratants, lubrifiants, de la relaxation, de l'éducation sexuelle et un soutien psychologique. La réappropriation corporelle est progressive et peut nécessiter l'accompagnement de professionnels tels que des socio-esthéticiennes ou des sexologues. Les troubles cognitifs dus au traitement du cancer sont fréquents, touchant entre 40 et 75% de patientes. Ces altérations cognitives ont une origine multifactorielle, étant principalement associées à l'administration de la chimiothérapie. Un phénomène qui est connu sous le terme chemobrain,
on a également d'autres symptômes liés ou non au cancer, tels que la fatigue ou le détresse émotionnelle. Les principales manifestations incluent des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, des problèmes dans la réalisation des tâches simultanées, ainsi que des difficultés à retrouver certains mots. Ceci peut impacter directement, bien sûr, la qualité de vie des patientes. Bien que ces effets soient généralement réversibles dans un délai de 6 à 12 mois après la fin du traitement, certaines patientes peuvent souffrir de manière prolongée, jusqu'à 20 ans après. La prise en charge repose sur une évaluation approfondie des facteurs contributifs. Notamment, on doit analyser la douleur, l'insomnie, la fatigue, la détresse émotionnelle, la prise de traitements concomitants ou encore facteurs comme des consommations d'alcool. Lorsque ces facteurs sont identifiés, une prise en charge spécifique doit être mise en place. Concernant plus concrètement les altérations cognitives, il existe une évidence limitée sur les traitements efficaces pour cet effet secondaire, ayant la majorité des soins proposés un niveau d'épreuve 2. Ainsi, l'approche de première intention repose sur l'éducation thérapeutique, en encourageant l'utilisation de supports tels que des notes, des agendas, des rappels ou encore des exercices cognitifs. Une réhabilitation cognitive ciblée peut également être proposée après un bilan neuropsychologique. Par ailleurs, la pratique régulière d'une activité physique, la relaxation, la méditation, le yoga ou la pleine conscience peuvent aussi être recommandées de façon complémentaire pour améliorer les capacités cognitives chez ces patientes. Jusqu'à 75% des patientes présentent des troubles cognitifs post-traitement liés à la chimiothérapie et aux symptômes associés comme la fatigue ou la détresse émotionnelle. Ils affectent la mémoire, la concentration, le multitâche et le langage. Une évaluation globale est indispensable. La prise en charge repose sur l'éducation thérapeutique, des outils de compensation, la réhabilitation cognitive et l'activité physique adaptée. Ces troubles sont généralement réversibles mais peuvent persister plusieurs années. L'insomnie est un problème majeur chez les patients atteints de cancer puisque ce problème touche 30 à 60% des patients pendant ou après les traitements. L'insomnie est souvent associée à des symptômes anxio-dépressifs, à une qualité de vie perturbée et à une fatigue accrue et un risque multiplié par 6 de dépression. Il y a aussi des altérations du système immunitaire lorsque les patients souffrent d'insomnie chronique. De plus, il a été démontré que la privation de sommeil était associée à un arrêt précoce de l'hormonothérapie chez les femmes atteintes de cancer du sein et donc à une augmentation du risque de récidive. Pour diagnostiquer l'insomnie, le trouble d'insomnie, il y a plusieurs critères qui permettent de poser ce diagnostic. D'abord, une insatisfaction liée à la quantité ou à la qualité du sommeil qui est associée aux symptômes suivants. Difficulté d'endormissement, difficulté de maintien du sommeil, réveil matinal précoce. Ces difficultés entraînent une détresse marquée chez l'individu ou une altération du fonctionnement. Il y a des critères temporels à prendre en compte. Surviennent au moins 3 nuits par semaine, sont présentes depuis environ 3 mois et malgré des circonstances adéquates pour dormir. Il existe un inventaire, l'index de sévérité de l'insomnie, qui permet d'évaluer de façon fiable les difficultés de sommeil. C'est un questionnaire en 7 items, très rapide à compléter. Et plus le score est élevé, plus l'intensité de l'insomnie chez le patient est considérée comme significative. Alors, il y a des médicaments qui existent, qui peuvent être une solution temporaire, mais les patients, eux, préfèrent des solutions non médicamenteuses. Et on sait que les médicaments à long terme peuvent entraîner une dépendance et une insomnie de rebond.
De plus, ils ne sont pas curatifs et les patients, comme je viens de vous le dire, préfèrent souvent des solutions non pharmacologiques. Parmi ces interventions non médicamenteuses, la plus pertinente et celle qui est recommandée comme le traitement de choix, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Cette approche, la thérapie comportementale et cognitive, est une approche mixte qui est basée sur la psychoéducation du sommeil, l'hygiène du sommeil, le contrôle du stimulus et la restriction du temps passé au lit. Vous verrez apparaître plusieurs règles d'hygiène du sommeil, quelques stratégies comportementales et cognitives qui sont connues dans le maintien de l'insomnie. Et donc, cette approche-là va travailler sur ces facteurs de maintien. Par exemple, lorsque la personne cherche son sommeil et qu'au bout d'une demi-heure, elle ne dort toujours pas, on lui recommande de quitter la chambre, de quitter son lit, d'aller dans une autre pièce, de faire une activité calme et de retourner vers le lit lorsqu'il y a les signaux de somnolence. L'idée, c'est de ne pas laisser la personne dans une anxiété de performance pour atteindre le sommeil. L'insomnie touche jusqu'à 60% des patientes atteintes de cancer du sein, avec un impact direct sur la fatigue, l'humeur, l'immunité et l'observance thérapeutique. Elle doit être diagnostiquée cliniquement, notamment à l'aide de l'Insomnia Severity Index. Le traitement de référence est la thérapie cognitivo-comportementale, axée sur l'hygiène du sommeil, le contrôle des stimuli et la restriction du temps au lit. Les hypnotiques sont à utiliser avec prudence et uniquement en seconde intention. Nous allons évoquer un effet secondaire fréquent après le traitement d'un cancer du sein, qui est l'altération de l'état nutritionnel des patients. Les patients diagnostiqués avec un cancer du sein peuvent présenter diverses altérations de l'état nutritionnel, telles que la dénutrition, le surpoids ou l'obésité. En post-traitement de cancer du sein, la prise de poids est particulièrement fréquente chez les patients ayant reçu une chimiothérapie ou une hormonothérapie. En moyenne, cette prise de poids est estimée à 3 kg et peut aller jusqu'à 5 kg de façon persistante dans le temps chez un tiers des patientes. À 5 ans après rémission d'un cancer du sein, la prévalence du surpoids est estimée entre 30 et 50% selon les études. Ce gain pondéral peut également s'accompagner d'une modification de la composition corporelle caractérisée par une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse musculaire, ce qui peut conduire à une obésité, c'est-à-dire à un excès de masse grasse, plus ou moins associé à une sarcopénie, c'est-à-dire à une baisse de force et de masse musculaire. On parle alors d'obésité sarcopénique. La prise de poids après un traitement pour cancer du sein est généralement liée à un déséquilibre entre l'apport et la dépense énergétique, c'est-à-dire un apport énergétique supérieur à la dépense énergétique. Toutefois, chez les patients atteints d'un cancer du sein traités par chimiothérapie, l'apport calorique tend à diminuer au cours de la première année suivant le diagnostic. Par conséquent, l'augmentation du poids ne résulte pas d'une suralimentation, mais plutôt d'une diminution de la dépense énergétique totale du fait d'une réduction de l'activité physique et possiblement d'une diminution du métabolisme de base, c'est-à-dire de la dépense énergétique de repos. Une baisse d'environ 50% du niveau d'activité physique a été observée chez les femmes suivant un traitement par chimiothérapie, chirurgie ou radiothérapie pour un cancer du sein en raison d'une fatigue persistante mais également d'un manque d'énergie. Par ailleurs, la chimiothérapie peut altérer d'une part le métabolisme du glucose et d'autre part induire une ménopause prématurée et ces deux facteurs sont tous les deux susceptibles d'influencer la prise de poids. Le diagnostic de l'obésité repose principalement sur le calcul de l'indice de masse corporelle qui est calculé selon la formule poids en kilos sur la taille en mètres carrés. On parle de dénutrition si l'indice de masse corporelle est inférieur à 18 kg par mètre carré. On parle d'état nutritionnel normal si l'indice de masse corporelle est entre 18 et 24,9 kg par mètre carré.
On parle de surpoids lorsque l'indice de masse corporelle est entre 25 et 29,9 kg par mètre carré. Et finalement, on parle d'obésité modérée lorsque l'IMC est entre 30 et 34,9, d'obésité sévère lorsque l'IMC est entre 35 et 39,9 kg par mètre carré, et finalement d'obésité morbide lorsque l'IMC est supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. Alors, il est également très important de prendre en compte les critères diagnostiques de l'obésité nouvellement publiés en janvier 2025 qui introduisent une distinction entre d'une part l'obésité préclinique et d'autre part l'obésité clinique. Donc, l'obésité préclinique se caractérise par une adiposité excessive tout en préservant la fonction des tissus et des organes. Elle est associée à un risque accru de progression vers une obésité clinique et au développement de plusieurs maladies non transmissibles, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et certains troubles psychiatriques. L'obésité clinique, quant à elle, est une maladie chronique et systémique impliquant des altérations fonctionnelles, notamment inflammatoires, des tissus, des organes ou de l'organisme dans son ensemble, résultant d'une accumulation excessive et ou anormale de tissus adipeux. La sarcopénie est définie à la fois par une perte de masse et de fonction musculaire. Les deux doivent être associés. Elle est fréquemment observée chez les personnes obèses en raison des modifications métaboliques induites par un mode de vie sédentaire, des dysfonctionnements du tissu adipeux, la présence de comorbidités et le vieillissement. L'obésité sarcopénique se caractérise par l'association d'un excès de masse grasse et d'une diminution de la masse et de la fonction musculaire. Son diagnostic doit être envisagé chez les individus présentant un IMC supérieur ou égal à 30 ou ayant un tour de taille élevé en association avec des marqueurs de sarcopénie. L'évaluation de la force musculaire repose notamment sur la force de préhension mesurée avec un dynamomètre ou un hand grip, et donc on a un cut-off inférieur à 16 kg chez les femmes et inférieur à 27 kg chez les hommes pour parler de sarcopénie. Eh bien, surpoids et obésité après traitement pour un cancer du sein sont associés à une diminution de la qualité de vie, mais également à une réduction de l'espérance de vie. Alors pourquoi ? Eh bien parce que tout d'abord, la présence d'un surpoids et d'une obésité après traitement pour un cancer du sein augmente le risque de récidive de cancer du sein de 10 à 50% selon les études, et de ce fait augmente le risque de mortalité par cancer de 10 à 20% chez ces patients. Alors, l'impact significativement négatif du surpoids et de l'obésité sur la survie globale des patients est également lié à l'augmentation de la mortalité cardiovasculaire, puisqu'il y a une augmentation du risque de comorbidité telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires dans leur ensemble, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. La dénutrition est une complication qui touche entre 2 et 20% des patientes atteintes d'un cancer du sein au cours de leur maladie. La dénutrition peut survenir dès le diagnostic du cancer et persister en fin de traitement. Les principaux facteurs associés à la dénutrition en fin de traitement, donc en post-cancer, sont les troubles gastriques, les vomissements, la stomatite, les troubles du goût tels que la dysgeusie, la diminution de l'appétit et la dysphagie. Une évaluation nutritionnelle complète ainsi qu'une prise en charge diététique adaptée sont donc essentielles pour prévenir et traiter la dénutrition chez ces patients en post-cancer. La prise de poids post-traitement est fréquente, souvent liée à la sédentarité, à la fatigue et à la ménopause induite. Elle peut entraîner une obésité sarcopénique, altérant la qualité de vie et augmentant le risque de récidive. La dénutrition touche jusqu'à 20% des patientes avec un IMC normal. Le suivi repose sur une évaluation régulière du poids, de l'IMC et de la masse musculaire. La prise en charge combine alimentation équilibrée, activité physique et soutien nutritionnel spécialisé.